Et nous commencerons ce premier journal d'information par le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui s'est entretenu hier au téléphone avec le président américain Donald Trump après le retour de ce dernier de Chine. Une longue conversation téléphonique au cours de laquelle il a été question de l'impasse actuelle dans les pourparlers entre les États-Unis et le régime iranien et bien entendu d'une éventualité de la reprise d'une opération militaire américaine en territoire iranien. À la suite de cette conversation, le président américain a adressé à l'Iran une menace très claire. Pour l'Iran, le compte à rebours a commencé. Il ferait mieux d'avancer vite, sinon il ne restera plus rien d'eux, a déclaré donc Donald Trump sur son réseau social Truth. Quant à Benjamin Netanyahou, il a répété qu'Israël était prêt à tous les scénarios possibles. Une chose est sûre, cet échange téléphonique confirme l'étroite coordination entre Israël et les Américains. Notez que selon le New York Times, l'offensive américaine contre l'Iran pourrait reprendre dès aujourd'hui lundi. Il s'agirait d'une opération d'une ampleur, dit-on, sans précédent. Selon des sources américaines, le président américain Donald Trump serait particulièrement frustré par la situation actuelle en Iran. Le président a d'ailleurs réuni ce samedi des hauts responsables politiques et sécuritaires américains comme le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio, le patron de la CIA et l'émissaire Steve Witkoff. Il leur aurait exprimé donc cette frustration particulière face à la situation dans le détroit d'Ormuz et face à l'attitude ferme de l'Iran. Les prochaines étapes de la guerre ont été évoquées au cours de cette rencontre. Ceci étant, Israël et les États-Unis, justement dans le cadre de cette coopération dont je viens de parler à l'instant, ont décidé d'élever l'état d'alerte de leurs forces. Côté israélien, on explique que si le président Trump devait décider de reprendre les combats, Tsahal se joindrait immédiatement à l'armée américaine. À Jérusalem, on serait intéressé par une destruction plus massive des infrastructures énergétiques de l'Iran. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni hier soir et il a débattu justement de cette situation de tension dans les relations entre les États-Unis et l'Iran et de la possibilité donc de la reprise des combats dans un proche avenir. La marine militaire israélienne se prépare, elle, à raisonner les bateaux de la flottille Soumoud. Ces bateaux sont partis avant-hier de Turquie en direction de la bande de Gaza. Au sein de Tsahal, on se prépare à raisonner quelques 50 bateaux en pleine mer, comme cela avait été fait il y a un peu plus d'un mois avec la première partie de la flottille. La marine israélienne a préparé plusieurs vedettes rapides à cet effet. Les forces des commandos marins ont déjà été mises en état d'alerte. Côté israélien, on estime qu'il est possible que les passagers des bateaux aillent à la confrontation ouverte avec les soldats de Tsahal. Et puis depuis hier soir, la loi sur la peine de mort pour les terroristes palestiniens est entrée en vigueur. Cette loi permettra d'instaurer la peine de mort contre des terroristes coupables d'attentats contre des juifs en Judée-Samarie. La loi demande à la justice militaire d'imposer cette peine de mort contre des terroristes ayant assassiné des Israéliens. Elle stipule entre autres que désormais un terroriste qui assassinera des juifs ne pourra plus compter sur une libération dans le cadre d'accords d'échange, ni même sur des conditions de détention améliorées. Politique intérieure, maintenant, on assiste actuellement à un changement d'approche de la part de Benjamin Netanyahou dans le dossier brûlant de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. La semaine dernière, on avait le sentiment que le Premier ministre avait renoncé à faire voter cette loi avant la dissolution de la Knesset, et ce en particulier en raison de l'opposition interne au sein même du Likoud. Mais depuis hier, changement de cap, Netanyahou semble déterminé à vouloir malgré tout faire voter cette loi. Dès mercredi, apparemment, le Premier ministre a considéré que sans cette loi, il perdait le fameux bloc automatique dont il disposait avec les orthodoxes ashkénazes du judaïsme de la Torah. Et donc M. Netanyahou fait actuellement un forcing pour que la loi soit votée en première lecture mercredi. Et donc il essaye de convaincre les députés du Likoud les plus récalcitrants de voter en faveur de ce projet de loi présenté donc par Boaz Bismuth, le président de la commission des affaires étrangères de la défense de la Knesset. Parallèlement donc à la loi sur la dissolution du Parlement qui doit intervenir mercredi en première lecture, donc cette loi pourrait être également votée. Au sein du judaïsme de la Torah, on ne s'émeut pas. On parle, je cite, de manœuvre politique de la part de Benjamin Netanyahou, mais au sein du parti chasse orthodoxe séfarade, on affirme vouloir voter cette loi. Il faudra voir au cours des 2 prochains jours si effectivement cette loi est présentée en première lecture par la Knesset. Et puis nous terminerons ce premier journal d'information par toujours Benjamin Netanyahou, mais qui cette fois a pris le temps de téléphoner à Noam Betan pour le féliciter. C'était hier
hier matin, avant que Noam Beta ne revienne en Israël. Le Premier ministre l'a complimenté pour sa seconde place au concours Eurovision. Quelle belle victoire, quelle force, quelle assurance, a déclaré M. Netanyahou au chanteur israélien. Nous sommes très fiers de vous. Noam, très modeste, a répondu: je suis heureux que vous ayez aimé cela. C'était un grand mérite pour moi de représenter l'État d'Israël dans ce concours. Noam Beta et toute la délégation israélienne sont rentrés hier soir en Israël. Ils ont été accueillis très chaleureusement à leur arrivée à l'aéroport Ben Gurion. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Sachez que le temps sera toujours très chaud et ensoleillé. Il fera 31 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et Ashdod, 26 à Haïfa et Netanya, 34 à Beersheva et 37 à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Philippe Velilia. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue et avec vous, on a bien besoin d'un éclairage pour mieux comprendre les enjeux de cette semaine. Je parlais d'une semaine politique cruciale. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur le terme. Est-ce que vous avez d'abord le sentiment que Binyamin Netanyahou est en train de changer de fusil d'épaule et de tout faire pour faire voter cette fameuse loi qui contrarie beaucoup les orthodoxes, la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, parallèlement à la loi sur la dissolution du Parlement? Vous pensez qu'il va y avoir deux votes aussi cruciaux, aussi importants en fin de semaine? Écoutez, je ne sais pas, moi j'ai l'impression que c'est le jeu du chat et de la souris. Cette loi sur la conscription, qui est en fait sur la non-conscription, ne peut être adoptée. Elle ne peut pas être adoptée parce qu'au sein de la coalition, il y a une fraction des députés qui ne veulent pas la voter parce que eux sont favorables à un enrôlement général des élèves des écoles talmudiques, des élèves des yeshivot. Donc cette loi ne peut pas être votée et on joue avec cette loi depuis des mois et des années. Et d'ailleurs, je crois que cela fatigue le public israélien qui a bien d'autres soucis. Alors pourquoi, comment on explique que Binyamin Netanyahou, dans un premier temps, la semaine dernière, avait semblé renoncer à la faire voter, cette loi, et là maintenant, il semble faire un ultime effort? Est-ce que c'est parce qu'il voit que les orthodoxes menacent de rompre la fameuse alliance historique? Oui, tout à fait. Ce sont des petits jeux parlementaires qui sont assez classiques d'ailleurs dans toutes les démocraties parlementaires. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a effectivement une opportunité pour les ultra-orthodoxes de faire pression sur Binyamin Netanyahou afin de faire dissoudre la Knesset. Et ceci, en fait, la date des élections leur importe peu, qu'elles aient lieu le 1er septembre, le 8 septembre, le 13 octobre, le 20 octobre ou 27 octobre, parce que ce sont les 5 dates possibles, ça ne changera pas grand-chose. L'important, c'est qu'ils veulent montrer à leur public qu'ils ont encore du poids, qu'ils ont encore de l'influence et qu'ils peuvent encore soutirer quelques argent, parce qu'on sait que dans ce domaine, l'argent joue parfois un rôle qui n'est pas public, mais qui est très important. Vous êtes d'accord avec un éditorialiste dans la presse israélienne de ce matin qui dit en fait cette crise avec les orthodoxes, c'est pas une crise entre le Likoud et les orthodoxes, c'est une crise au sein des partis orthodoxes eux-mêmes, parce que eux-mêmes sentent que leur public n'est pas, ne les suit pas obligatoirement sur toutes les démarches. Absolument, absolument. On sait que le monde ultra-orthodoxe est un monde extrêmement divers, contrairement à ce qu'on pense, et qu'il y a une fraction du public ultra-orthodoxe qui aimerait bien sortir un petit peu de cette tradition qui n'est pas une bonne tradition, et qui n'est pas une bonne tradition juive d'ailleurs, qui est de jouer comme ça avec le public, qui est de jouer avec les budgets, qui est de jouer avec la politique. Sérieux, le budget de l'État c'est quelque chose de sérieux, et la sécurité de l'État, parce que c'est ça qu'il y a en fond d'écran, la sécurité de l'État c'est encore plus sérieux. Donc il y a une fraction du public ultra-orthodoxe qui est conscient de ça et qui a envie de dire à ses dirigeants: arrêtez un peu votre cinéma. Alors Binyamin Netanyahou, on peut aussi penser qu'il est inquiet parce que, en tout cas, depuis que l'on parle véritablement de cette date des élections, de la dissolution du Parlement, on a le sentiment que Binyamin Netanyahou est préoccupé, qu'il n'est pas certain de pouvoir conserver l'intégralité de ce bloc et qu'il n'est pas certain, on va dire, même d'avoir une majorité suffisante. Dans les sondages actuels, le bloc de la coalition fait 50, 51, 52, parfois 53 mandats, donc il est très loin de la majorité de 61. C'est la première raison de son hésitation. La seconde raison, c'est une hésitation beaucoup plus personnelle. C'est difficile d'en parler, mais je crois que c'est nécessaire, parce que c'est un devoir d'information.
lorsqu'on voit Benyamin Netanyahou sur les petites vidéos qu'il enregistre tous les jours, on se rend compte que cet homme est un homme fatigué, c'est un homme qui n'est pas en bonne santé, il l'a d'ailleurs dit publiquement, et donc il hésite, parce que quand on n'est pas en bonne santé, quand on est fatigué, même lorsqu'on est Premier ministre de l'État d'Israël, on hésite sur un certain nombre de choses. Je me permets cette parenthèse parce que je crois qu'elle est importante et elle n'est pas indécente, parce que personnellement, je ne suis pas, on le sait, un grand fanatique de Benyamin Netanyahou, mais bien entendu, si l'Éternel lui prête une longue vie, je lui souhaite une bonne santé, comme je crois tous les Israéliens, quel que soit leur... Oui, Netanyahou, un peu comme Ariel Sharon, a l'habitude de dire qu'en fait, il a de bons gènes familiaux puisque ses parents sont morts, son père est mort à 102 ans, et c'était aussi le cas de la mère d'Ariel Sharon. Ça veut dire Benyamin Netanyahou considère qu'il est en bonne santé, mais ça ne veut pas dire qu'il l'est. Oui, je crois que lui-même, qui est un homme quand même assez intelligent et assez conscient, il se rend compte qu'il n'a plus tout à fait la dynamique qu'il avait auparavant. Lorsqu'on le voit sur les petites vidéos, ça n'est pas le Benyamin triomphant, le Benyamin Netanyahou très sûr de lui qu'on connaissait. Bon. Il faut en tenir compte, il ne faut pas s'en réjouir, parce que c'est aussi l'intérêt du pays qui est en question, mais c'est une donnée qui joue dans la vie politique. Alors, puisque dans l'histoire, vous avez signalé, vous avez mentionné Ariel Sharon, ça a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire contemporaine d'Israël, le fait qu'il ait dû interrompre brutalement ses activités et que malheureusement, il a perdu la vie quelques années plus tard. Donc on a cette donnée, on a aussi une donnée très importante, c'est que Benyamin Netanyahou ne peut pas gouverner sans les ultra-orthodoxes. Benyamin Netanyahou, depuis sa première élection en 1996, il a une véritable stratégie électorale. Sa stratégie électorale, c'est le rassemblement de toute la droite, de la droite modérée à l'extrême droite, plus les ultra-orthodoxes. C'est avec ça qu'il a gagné toutes les élections, et il en a gagné un certain nombre, et il entendait bien gagner celle-ci. Maintenant, on le sait, on est dans une situation tout à fait particulière, un pays qui est en guerre sur plusieurs fronts. On est à la veille de commémorer le triste anniversaire du 7 octobre dans quelques mois. On est à la veille d'élections, et donc on a un certain nombre d'éléments qui font que tout cela trouble le paysage politique. Il va s'éclaircir au fil des semaines, mais il est évident qu'aujourd'hui, c'est la place des jeux parlementaires qui d'ailleurs ne sont pas à l'honneur d'une démocratie parlementaire. Mais enfin, on sait que la politique n'est pas toujours un jeu d'enfant. Alors l'opposition actuelle, vous le dites, elle est plus forte aujourd'hui. Elle est pas loin des 61 mandats absolus sans le soutien des partis arabes. Vous pensez que la stratégie actuelle, il y a une stratégie de la part du centre-gauche de l'échiquier politique, c'est-à-dire que en multipliant les partis, comme le parti de Hasenkot, le parti de Bennett, eh bien, on amplifie, on va dire, la force électorale de cette opposition ? Apparemment, ça leur réussit relativement bien. Je dis relativement bien parce qu'ils arrivent parfois à la majorité, 61, mais très souvent à 59, 60, ce qui ne suffira pas. Ce qu'il faut bien voir, c'est que de toute façon, tous les sondages sont tout à fait honnêtes et tout à fait professionnels, les sondages ne nous donnent pas le résultat qu'il y aura à l'automne prochain, pour la bonne raison qu'on ne connaît pas l'offre politique. Il y a d'autres partis qui vont se créer, il y aura des alliances, il y aura des ralliements, et cela changera la donne. Je vais donner un exemple. Concernant les partis arabes, s'ils s'unissent, comme ils ont promis de le faire, ils passeraient de 10 à 12 ou 13 ou 14, voire 15. Ils disent même 17, ça je n'y crois pas beaucoup, ça changerait tout. Il faut bien voir que quand on prend des sièges, eh ben, on diminue les sièges des autres. Et c'est le cas pour toutes les alliances et pour toutes les mésalliances. Donc on est dans une situation d'incertitude politique. Ce que l'on sait simplement, c'est que la coalition est en difficulté et que l'opposition a plus ou moins le vent en poupe, mais qu'elle se nuit un peu à elle-même en ayant une stratégie électorale assez illisible, il faut bien le dire. Je pense qu'elle sera un peu plus lisible au fil de semaines, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Et pour ce qui est de Benyamin Netanyahou, je reviens à Netanyahou parce que c'est tout de même assez intéressant, vous pouvez envisager un Likoud sans Benyamin Netanyahou ? Il y aurait un scénario dont on entend de plus en plus parler, qui est celui qu'il conduirait la liste. Il conduirait la liste jusqu'au vote, et au vu des résultats qui risquent de ne pas être très favorables, il pourrait décider de se retirer. C'est un des scénarios possibles. Il y a un autre scénario, c'est le fait qu'il ne conduise pas du tout la liste, et qu'il préfère laisser quelqu'un qu'il a choisi, comme Yossi Cohen, l'ex-patron du Mossad, mais qui lui-même hésite parce que
en dehors du Mossad, il a une vie professionnelle tout à fait satisfaisante et tout à fait rémunératrice. Donc on est à quelques mois des élections et comme toujours, il y a des incertitudes. Faut pas non plus paniquer, faut pas non plus en faire des gorges chaudes. C'est normal qu'il y ait ce genre d'interrogation, qu'il y ait ce genre de développement. Mais il est évident que pour Benyamin Netanyahou, il y a un problème politique et il y a un problème personnel, un problème médical et qui jouera son rôle, c'est évident. Comment expliquer finalement, au bout du compte, ça sera ma dernière question, que ce gouvernement qui a subi, on va dire qui a été le gouvernement du 7 octobre, eh bien, ait tenu le coup jusqu'au bout? Est-ce que c'est par, on va dire, la détermination de ses composantes, des composantes de la coalition, ou c'est au contraire par la faiblesse de l'opposition conduite par Yair Lapid? Il y a les deux. Il y a la division de l'opposition, c'est plus que la faiblesse, c'est la division de l'opposition. Il y a la solidité de la coalition de Benyamin Netanyahou, qui tient à deux choses. C'est qu'elle est l'héritière de cette stratégie électorale que Benyamin Netanyahou a adoptée depuis le début de sa carrière et que je rappelais tout à l'heure, à savoir l'union de toute la droite, de la droite modérée à l'extrême droite, plus les ultra-orthodoxes, et le fait que cette union, elle tient aussi à une ligne idéologique largement partagée. Les ultra-orthodoxes ne sont pas toujours d'accord avec M. Benyamin Netanyahou. M. Benyamin Netanyahou n'est pas toujours d'accord avec d'autres de ses alliés, mais sur le fond, sur 80% des sujets, ils sont unis. Ils ont une stratégie claire, qui est la stratégie de la droite qu'on retrouve d'ailleurs partout dans le monde. Et à partir de là, ils ont tenu 4 ans, ce qui est assez exceptionnel d'ailleurs dans l'histoire parlementaire d'Israël. Est-ce que ce sera le cas pour la 26e Knesset, la 26e, oui. 26e, je ne sais pas, mais jusqu'à ce jour, il faut noter que la droite israélienne a su s'organiser parce qu'elle a une idéologie, parce qu'elle a une ligne claire, parce qu'elle a un horizon politique. Et alors que les formations de l'opposition, elles n'ont pas de socle idéologique. C'est ça ce que vous êtes en train de dire, à part peut-être le parti de Yair Golan. Elles ont un socle idéologique. Le problème, c'est qu'elles ne l'ont pas bien exprimé. Elles n'ont pas réussi à faire l'union électorale, c'est assez facile à faire, mais ensuite à faire des compromis idéologiques, elle n'a pas réussi à le faire pour l'instant. Et ça n'est pas simplement une idéologie anti-Bibi, c'est une idéologie basée sur la démocratie libérale à l'européenne. Et donc ça ne suffit pas pour le public israélien. Il veut plus de données concrètes. Moi, je crois que les partis de l'opposition sauront donner ces données concrètes et présenteront une offre politique qui ne sera pas parfaite, ça c'est évident, mais qui sera à peu près lisible le jour des élections. De même que la coalition, on voit qu'elle n'est pas dans un très bon état, saura présenter une offre politique à peu près lisible le jour des élections, et les électeurs décideront. Les électeurs décideront, ils ont encore, on va dire, 5 à 6 mois pour le faire. Donc c'est une éternité en termes de politique israélienne. Merci beaucoup Philippe Velilia d'avoir répondu à vos questions et bonne continuation, à bientôt. Bonne journée. Et oui, j'ai vu pour vous les 2 premiers épisodes de la saison 5 de Fauda que le public israélien va pouvoir découvrir ce soir sur la chaîne Yes. Dans la salle de cinéma, il y avait des jeunes, des moins jeunes, des soldats en uniforme, des habitués de la série, mais aussi des parents de victimes du festival Nova. Des publics donc différents, des sensibilités parfois éloignées, et pourtant cette étrange sensation de communion. Comme si, au-delà de la simple attente télévisuelle, tout le monde venait surtout voir comment la fiction culte allait oser regarder en face ce qu'Israël traverse depuis le 7 octobre. Parce qu'après cette date, Fauda ne pouvait plus être la même. Créée en 2015, la série avait déjà bouleversé les codes du thriller sécuritaire israélien, inspirée notamment de l'unité d'Ouvdevan, dans laquelle Lior Raz avait servi. Elle suivait les opérations d'une unité d'infiltration traquant des réseaux de terroristes à Gaza et en Judée-Samarie. Portée mondialement par Netflix, Fauda s'était imposée grâce à son réalisme documentaire nerveux, sa brutalité, son authenticité, mais aussi sa capacité rare à humaniser tous les camps sans sombrer dans le manichéisme simpliste. Mais comment continuer la série quand la réalité a largement dépassé la fiction ? Comment continuer une série sur le terrorisme après que le pays a vécu l'impensable ? Comment écrire des scènes de chaos lorsque les images réelles ont déjà traumatisé une nation entière ?
Fauda choisit donc de plonger frontalement dans le traumatisme et dans l'après-7 octobre. Elle se connecte à l'état psychologique d'Israël. Certains protagonistes ont perdu femme et enfants le 7 octobre, sont devenus religieux. D'autres sont psychologiquement détruits, hantés par les événements, ou encore ont radicalement changé de vie ou quitté le pays. Mais lorsqu'un terroriste impliqué dans les massacres est localisé à Marseille, les anciens compagnons repartent clandestinement en mission. Mais cette fois, quelque chose a changé. Ils ne semblent plus agir uniquement comme des soldats. Ils avancent comme des hommes brisés, à la fois libérés de contraintes et aliénés à leur souffrance. Et c'est probablement ce que racontent le mieux ces 2 premiers épisodes. Un pays qui essaie de continuer à fonctionner tout en ayant perdu une partie de lui-même. Pendant la projection, la salle réagissait presque physiquement. Silence lourd, soupirs, murmures, rires nerveux parfois. Puis, après un final terrassant conclu sur un véritable uppercut dramatique, des applaudissements ont éclaté, comme une libération, comme un soulagement collectif, comme un remerciement aussi. Fauda devient ainsi une catharsis nationale. La saison explore la fatigue morale, le besoin de justice, de vengeance, le deuil et l'oubli impossible, l'usure psychologique permanente. La frontière entre guerre extérieure et implosion intérieure devient de plus en plus floue. Les personnages semblent avoir perdu une partie de leur boussole morale. L'humain passe désormais avant la hiérarchie. Fauda reste redoutablement efficace, mise en scène tendue, rythme suffocant, scène d'action maîtrisée. Bon, tout n'est pas parfait. L'internationalisation progressive de la série atténue l'authenticité, l'identité et l'urgence qui faisaient la force des premières saisons. Marseille, reconstituée à Budapest pour des raisons sécuritaires, ne convaincra sans doute pas le public français, qui ne reconnaîtra pas la lumineuse et grouillante cité phocéenne. Les dialogues en français sonnent souvent faux. Certains acteurs peinent à être crédibles, hormis évidemment la merveilleuse Mélanie Laurent. Le réalisateur explique la délocalisation de certains épisodes en dehors d'Israël par une ambition de montrer que ce qui s'est produit en Israël dépasse désormais les frontières. Que le terrorisme islamiste, les fractures identitaires et la guerre d'information sont devenus des problématiques mondiales. Et qu'Israël mène aussi une guerre sur ce front. Comment ne pas relever l'ironie de voir nos héros évoluer au milieu des tags Free Palestine dans les rues marseillaises, ou encore d'y parler arabe pour passer inaperçu. Quelle ironie! La série n'est plus seulement un thriller addictif et musclé. Elle devient le miroir d'un pays traumatisé, cherchant encore comment raconter ce qu'il vient de vivre. Le miroir également d'une Europe à l'envers, devenue refuge du terrorisme. Si ces 2 premiers épisodes ont fonctionné comme un exutoire collectif, reste désormais à savoir si la suite saura se transformer en remède national. Fauda saison 5, c'est ce soir lundi 18 mai en Israël sur la chaîne Yes. Et ce matin, nous commencerons cette revue de la presse par la manchette du Yediot Aharonot, qui est consacrée à l'hypothèse d'une opération militaire américaine contre l'Iran. Le quotidien titre ce matin « Voici comment l'opération américaine contre l'Iran devrait se dérouler ». Et en sous-titre, le Yediot Aharonot explique que l'option envisagée d'une opération courte et puissante des Américains ne fera pas tomber le régime des Mollahs. Il faudra une opération de très grande envergure, approfondie, qui durcira les frappes déjà effectuées par exemple sur le programme de missiles balistiques iranien au cours des 2 mois de la guerre. Une opération qui laissera le régime iranien sans réponse et bouche bée. Et pour illustrer ce titre plutôt belliqueux, il faut bien l'avouer, le Yediot Aharonot nous montre une photo assez impressionnante d'une interception de missiles iraniens par Tsahal au mois de mars dernier dans la région de Haïfa. Quant à la manchette du Israël Hayom, elle est consacrée ce matin à la situation des habitants du nord d'Israël, des habitants qui ouvertement protestent contre leur situation difficile le long de la frontière. Au lieu de renforcer le nord, le gouvernement nous a une fois de plus abandonnés. Les habitants israéliens dénoncent en particulier l'absurde de l'annonce de la prolongation du cessez-le-feu par le State Department, le département d'État américain, entre Israël et le Hezbollah, alors que pour eux, il n'y a pas de véritable cessez-le-feu et que les tirs de roquettes et de drones offensifs se poursuivent. Les habitants d'Israël, du nord d'Israël, ont le sentiment d'avoir été les laissés pour compte de ce conflit. En page 2, le journal titre « Dans le nord, on encaisse les coups et à Jérusalem,
on se tait. Et pour illustrer cette manchette, le Israël Hayom nous montre une photo d'un panneau indicateur dans la route de Kiryat Shmona. Ce panneau est totalement défoncé, probablement par des drones ou des roquettes du mouvement terroriste chiite. Dans ce dossier que le Israël Hayom consacre au nord du pays, on peut lire plusieurs analyses et éditoriaux. Et il y a en particulier le message sans équivoque du maire de Kiryat Shmona, Avichai Stern, qui frappe du poing sur la table et demande au gouvernement de cesser de mentir aux habitants du Nord. Pour lui, le seul moyen de mesurer un cessez-le-feu, ce n'est pas l'envoi d'un message à partir de Washington, mais c'est la capacité de voir si un écolier de Kiryat Shmona peut aller dormir sans peur. Or, la réponse à cette question est pour l'instant malheureusement négative. Quant à Nadav Haetzny, il s'insurge contre ce qu'il appelle le retour à l'ère du bluff. Et il écrit que cette fois, pour justifier les tirs du Hezbollah, le gouvernement avance les pourparlers avec le Liban à Washington. Et Nadav Haetzny se pose une question clé. Qu'aurait dit Binyamin Netanyahou si cette situation absurde s'était produite alors qu'il était chef de l'opposition? Qu'aurait dit la droite nationaliste face à cet immense bluff si elle n'était pas au pouvoir? Et Sherit Avidan Cohen reconnaît qu'il n'y a qu'à Washington que l'on croit encore à ces balivernes de cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Les quotidiens israéliens et les sites d'information se penchent ce matin sur les obsèques du capitaine Maoz Israël Rekanati qui est tombé au combat vendredi au sud Liban. Et bien entendu, les journaux insistent sur le fait tragique que le capitaine Rekanati devait se marier malheureusement dans un mois et il répercute l'oraison funèbre émouvante de sa fiancée Rani. Je voulais que nous puissions ensemble fonder notre foyer. La famille Rekanati est l'une des familles qui ont fondé la localité d'Itamar dans le nord de la Samarie. Les journaux soulignent également que l'arrière-grand-père de Maoz, du capitaine Maoz Rekanati, était le rabbi de Vijnitz, l'une des cours les plus importantes, les cours chassidiques en Israël, et qu'il était également lié sur le plan familial au grand rabbin Israël Meir Lau. Ce matin, dans le Israël Hayom, l'éditorial de Meir Ben Shabbat, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Binyamin Netanyahou, il commente l'élimination d'Azedine El-Haddad, le numéro 1 du Hamas dans la bande de Gaza. Meir Ben Shabbat est très clair, le cessez-le-feu avec le Hamas n'accorde pas la moindre immunité aux maîtres terroristes, et Ben Shabbat voit des ressemblances entre cette élimination et celle du chef de la milice chiite Radouane du Hezbollah, effectuée il y a quelques jours à Beyrouth. Dans les deux cas, les leaders du Hamas et du Hezbollah étaient ceux qui refusaient de déposer les armes. Et selon lui, il est important qu'Israël adopte cette conduite au quotidien dans la réalité. Il faut, selon Ben Shabbat, tout faire pour que le Hamas ne puisse pas demeurer une force militaire ou politique dans la partie de la bande de Gaza qui est encore sous son contrôle. Et ce matin encore, le Yediot Ahronoth revient sur l'éditorial scandaleux du New York Times accusant Israël de violer des terroristes palestiniens. Nous l'avions mentionné hier, c'était Ben Dror Yemini qui avait protesté avec véhémence contre cet éditorial. Il avait assimilé aux accusations de crimes rituels contre les Juifs au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, c'est au tour de Nahum Barnea de déplorer un tel éditorial, mais il le fait avec beaucoup plus de nuances que Ben Dror Yemini. Il écrit en première page de son journal, le Yediot: nous pouvons protester contre des accusations portées par cet éditorialiste connu du New York Times. Nous pouvons dénoncer l'amateurisme criminel de son travail, c'est vrai. Mais, précise Barnea, nous ne pouvons pas nous dissocier de ce que ce gouvernement Netanyahou est en train de faire actuellement en Judée-Samarie en notre nom, sur notre dos, sans endosser la moindre responsabilité sur ses actes. Les quotidiens nous rappellent que la semaine devrait être cruciale pour le gouvernement Netanyahou avec l'enclenchement de la procédure de dissolution du Parlement. Dans le Israël Hayom, Royer Nachmanovitz considère que la question d'une dissolution de la Knesset est marginale face aux tensions qui se produisent actuellement à l'intérieur même du monde orthodoxe. Il explique que l'électeur moyen dans le monde orthodoxe haredi ne s'en prendra pas à Binyamin Netanyahou si la loi pour l'enrôlement n'est pas votée, mais il s'en prendra avant tout à ses représentants à la Knesset, et il parle donc de tensions entre le judaïsme de la Torah ashkénaze et le parti chasse séfarade autour de ce dossier. Et puis pour terminer, les quotidiens israéliens et les sites d'information, on salue le retour au pays de Noam Betan après sa belle seconde place samedi soir à l'Eurovision. Le Israël Hayom nous montre en première page 2 photos de l'accueil réservé à Noam hier à l'aéroport Ben Gurion par ses supporters. Nous sommes comme des vainqueurs, titre le journal. Pour lui, pour Noam, nous sommes les numéros 1, et les journaux citent Noam Betan qui a déclaré: nous n'avons pas laissé les manifestations anti-israéliennes durant le concours et durant notre chanson nous perturber. Nous avons continué à chanter et nous continuerons à chanter, affirme Noam Betan ce matin dans le Yediot Ahronoth. C'est la fin de cette revue de la presse.
Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Steve Ohana. Steve, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. À nouveau, on se pose la question de savoir ce que va faire Donald Trump. Le New York Times croit savoir que dès aujourd'hui, eh bien, Donald Trump pourrait donner l'ordre de reprendre les hostilités contre l'Iran. D'autres observateurs affirment qu'il n'osera pas, qu'il a d'autres moyens de pression, levier de pression sur les Iraniens. Je voudrais que vous nous aidiez à faire le clair. Est-ce que c'est dans l'intérêt de Donald Trump et quel serait l'intérêt de Donald Trump de reprendre les combats dans la conjoncture actuelle ? Écoutez, je pense que Donald Trump a voulu essayer à donner une chance aux négociations. Il a donné du temps à ces négociations. Et je pense que toute cette stratégie a pour sens de maintenant justifier l'étape qui vient après, c'est-à-dire la reprise des combats. Il est allé en Chine, il a consolidé son alliance avec les pays du Golfe, y compris le Qatar, et maintenant il va arriver au combat avec plus de légitimité, en disant j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, maintenant il n'y a que les combats qui peuvent convaincre le régime iranien, soit le faire capituler complètement, soit le diviser, le faire arriver à un point de rupture pour que finalement il cède sur le terrain nucléaire. Lorsqu'on parle de combat, est-ce que ça veut dire que ce sera une opération très intense et très limitée dans le temps, ou alors on va retomber, on va dire, dans ce qui s'est produit au cours des 2 mois de guerre depuis le 28 février Qu'est-ce que vous pensez que c'est... Parce que la question que l'on se pose... On voit des estimations israéliennes qui varient entre plusieurs jours et plusieurs semaines, donc en fait personne n'a vraiment la réponse. Alors par contre, la question que l'on peut se poser aussi, c'est quelles sont les cibles qui n'ont pas encore été touchées par les avions de chasse israéliens et américains Qu'est-ce que l'on pourrait faire que l'on n'a pas encore fait jusqu'à présent ? Alors, je pense que déjà, ça va se focaliser sur ce que Trump appelle la poussière nucléaire, c'est-à-dire les 400 kg d'uranium enrichi. Parce que là, c'est un problème très important qui n'est absolument pas réglé jusqu'à présent. Deuxièmement, ça va se focaliser sur la capacité balistique qui n'a pas encore été touchée. Ça, c'est sûr. Ces 2 points-là sont quasiment certains. Pour le premier, ça va être des troupes au sol de façon quasiment certaine. Et pour le deuxième, ça va être une reprise de bombardement aérien avec peut-être des B-2, l'utilisation de bombes pénétrantes, etc., parce qu'on sait que les missiles sont enfouis profondément sous terre. Et puis le troisième aspect qui est plus hypothétique semble être les capacités énergétiques. Voilà. Donc la production de pétrole, les centrales électriques, voilà. Et ça, on sait que ça va appeler de la part du régime iranien une réponse symétrique sur les installations des pays du Golfe. Alors oui, c'est les pays du Golfe qui risquent de payer l'ardoise de cette reprise des combats. Il y a des observateurs, alors il y en a beaucoup qui s'interrogent sur ce que va faire Donald Trump, mais il y en a qui disent que finalement Donald Trump n'a pas d'intérêt véritable à relancer la guerre, d'abord parce que l'opinion publique américaine elle y est opposée, mais surtout parce que il a un levier de pression qu'il a découvert vers la fin des combats, c'est-à-dire juste avant le cessez-le-feu, c'est le blocus des ports iraniens qui coûte très cher à l'économie et qui affaiblit considérablement l'économie iranienne. C'est pas un levier suffisant pour Trump ? Il s'est donné du temps pour voir l'effet de ce levier sur les négociations, à peu près un peu plus d'1 mois, et il a vu que il n'y avait pas de signe très clair de rupture au niveau iranien. Il a dû à un moment donné avoir des indices qu'une rupture était en cours, et puis finalement cette rupture n'a pas eu lieu. Donc en fait, il est obligé d'activer une seconde stratégie parce qu'on ne peut pas non plus rester éternellement dans ce statu quo. Pour les États-Unis, c'est pas très bon. Les midterms approchent, le prix à la pompe est à 4,50 $ le gallon. C'est haut, c'est proche des prix les plus élevés historiques. On sait qu'aux États-Unis, c'est un sujet très sensible, le prix du pétrole, que ça peut avoir des conséquences électorales. Des membres du Parti républicain commencent à alerter Trump sur ce sujet. Donc, il faut provoquer une issue à ce conflit. Il faut pas le laisser s'éterniser. Donc, je pense pas que le temps joue tellement pour Trump.
Alors, parmi les observateurs, j'écoutais une analyse d'un observateur israélien qui est assez connu, qui s'appelle le docteur Guy Bechor, qui disait il y a un autre intérêt, à part le fait que ce levier de pression du blocus sur les ports iraniens peut être efficace, c'est que Donald Trump finalement se dit si le détroit d'Ormuz reste fermé et si les Iraniens ne l'ouvrent pas, moi je peux toujours me proposer comme alternative au pétrole des Iraniens ou au pétrole qui circule sur le Golfe Persique en proposant du pétrole américain aux pays modérés, aux pays arabes modérés. C'est quelque chose qui vous semble réaliste ? Le problème, c'est qu'on ne peut pas résoudre magiquement l'équation pétrolière, l'équation énergétique du monde aujourd'hui. Il n'y a pas de baguette magique. Vous avez 10 millions par jour de pétrole qui manquent dans l'addition. Donc, vous n'avez pas 36 solutions. Là, pour l'instant, depuis quelques mois, ce qu'on a fait, c'est pomper dans les stocks pour pallier ce déficit d'offres de pétrole. Bientôt, ça va être la réduction de la demande, puisque les stocks vont bientôt atteindre le niveau critique. Donc, réduction de la demande, ça a déjà commencé en Asie, ça va venir dans les pays avancés, y compris les États-Unis, ça va faire très mal. Ça veut dire la récession, concrètement. Donc, non, il n'y a pas. Déjà, Trump a choisi comme stratégie de produire au maximum et d'exporter au maximum vers les pays d'Asie qui importaient du Golfe avant la guerre. Oui. Ça a été une stratégie. On ne vous entend plus, Steve. Je crois qu'il y a un petit problème technique. On va essayer de retrouver Steve. On le voit, mais on ne l'entend plus. Là, vous m'entendez ? Voilà, oui, parfaitement. Voilà, donc Trump a choisi comme stratégie de produire au max et d'exporter au max. Il aurait pu choisir une autre stratégie, c'était d'utiliser le pétrole américain pour protéger son marché intérieur, le prix sur le marché intérieur. Et c'est déjà coûteux, cette stratégie d'exporter le pétrole. Parce que en fait, le consommateur américain, lui, paye l'addition. Et il y aura un coût politique à ça. Donc non, je crois pas qu'il y ait de baguette magique sur le sujet pétrolier aujourd'hui. La proximité du mondial de football aux États-Unis, ça a un impact. Ça peut être un paramètre qui peut jouer en défaveur d'une opération militaire. Je crois que là, je pense que non. Je pense que là, Trump est obligé de forcer une issue à ce conflit, de pas les laisser s'éterniser parce que sinon, les coûts pour lui-même seront trop importants. Alors, est-ce qu'on peut déjà envisager que et ça, c'est vrai que c'est une question un peu dans le vent comme ça, mais est-ce qu'on peut dire que les Américains et peut-être aussi les Israéliens ont tiré les leçons de ce qui s'est pas passé pendant la première partie, c'est-à-dire du silence de l'opposition iranienne, pour par exemple essayer d'armer les Iraniens, l'opposition iranienne et faire en sorte que la nouvelle série de frappes qui s'annonce, puisse être un prélude à un soulèvement populaire. Alors, je pense que c'est dans l'équation. Simplement, ce qui est très important avant de lancer ce mouvement populaire, c'est que les Bassidj et les gardiens de la révolution soient suffisamment affaiblis au niveau opérationnel, qu'ils puissent pas, par exemple, avoir accès à des dépôts de carburant, que les routes, que les rails, que tout ça soit très endommagé, que les chaînes de commandement ne soient plus en état de fonctionner et que financièrement, ils soient quasiment plus en état de payer les gardiens de la révolution et les Bassidj. Je pense que tant qu'on n'arrive pas à ce point de rupture-là, il est très aventureux de lancer une sorte de révolution intérieure parce que ça pourrait se terminer très très mal. Comme ça s'est passé en janvier. Et je pense qu'un des objectifs de cette seconde opération militaire va être celui-là. Eh bien, on va en rester là. On va bien entendu essayer de voir effectivement au cours des prochains jours si on se dirige vers une opération militaire ou bien si Donald Trump continue de faire souffler le chaud et le froid et peut-être de se contenter de ce levier de pression en fermant les ports iraniens. Merci beaucoup, Steve Ohana. Je rappelle que vous êtes chargé de cours à l'université Reichmann, donc à Herzliya. Merci beaucoup pour cet éclairage et on aura l'occasion de se reparler certainement dans les prochaines semaines pour mieux comprendre
comprendre un peu ce qui se passe. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup donc d'être avec nous. Justement, on parlait avec Steve Oana de l'aspect énergétique de la crise et de la possibilité d'une reprise des hostilités. Et il nous disait que ce seront probablement les Émirats Arabes Unis ou peut-être d'autres pays du Golfe Persique qui risquent de faire les frais d'un second round de confrontation entre les Iraniens et les États-Unis. C'est-à-dire que les Iraniens se vengeront d'une attaque américaine contre les pays du Golfe Persique. C'est effectivement ce que l'on dit aussi à Dubaï. C'est ce qu'on dit à Dubaï, c'est ce qu'on constate surtout. Hein. Oui. C'est pas très compliqué à deviner, c'est de la géographie bête et méchante. C'est-à-dire que pour atteindre Israël depuis l'Iran, il y a quand même plusieurs pays à traverser, des milliers de kilomètres à faire. Donc, il faut des technologies qui sont particulièrement efficaces. C'est un peu plus facile de les voir arriver, tout simplement, puisque voilà, quand un missile ou un drone fait plusieurs milliers de kilomètres, forcément, il y a de quoi les intercepter. Alors que les Émirats Arabes Unis, voilà, physiquement, je suis à une centaine de kilomètres des côtes iraniennes. C'est la même chose avec le Qatar, c'est la même chose avec le Bahreïn. Et surtout, il n'y a pas les systèmes de protection qu'il y a par exemple en Israël. En tout cas, leur efficacité est moindre. Si. Bon, on a quand même suffisamment parlé de ça. Oui. On dira, les systèmes de protection sont quasiment les mêmes que ceux qu'il y a en Israël, puisque visiblement ils ont été prêtés par Israël. En tout cas, c'est ce qui a été dit. Et puis non, il y a relativement peu de frappes qui atteignent de réelles cibles, mais disons que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, moins coûteux entre guillemets, de viser des Émirats Arabes Unis, le Qatar ou le Bahreïn, voire l'Arabie Saoudite, qui sont techniquement beaucoup plus proches et qui sont beaucoup plus pénalisés entre guillemets par ce blocus, puisque il n'y a pas de voie de secours. Pour les Émirats, il y en a une petite avec cette espèce avec le port de Fujairah et l'oléoduc entre Abu Dhabi et Fujairah qui donne directement sur l'océan Indien. Mais même ce port a été légèrement bombardé il y a une semaine et demie. Pour l'Arabie Saoudite, il y a également un pipeline, mais c'est voilà. Disons que ce sont ceux qui souffrent le plus économiquement de la guerre, et donc en rajoutant un peu, ça leur met une pression importante. Ça met une pression également importante sur leur population. Ce sont des pays qui tiennent aussi beaucoup à leur réputation de sécurité, etc. Donc, qui n'ont pas vraiment intérêt à ce que de nouvelles frappes arrivent. Alors concrètement, eux, qu'est-ce qu'ils feraient c'est-à-dire, vous pensez qu'ils essayent de faire pression sur Donald Trump aujourd'hui pour ne pas justement attaquer, pour ne pas reprendre les hostilités avec l'Iran ? C'est pas ce qu'ils font exactement, je ne suis pas dans leur petit papier, mais en tout cas, si on y réfléchit, il a été documenté que l'Arabie Saoudite et le Qatar avaient commencé discrètement à négocier avec les gardiens de la Révolution, quasiment directement, pour essayer de faire en sorte qu'ils ne tapent pas certains endroits en particulier qui étaient stratégiques. Pour les Émirats Arabes Unis, je n'en sais strictement rien. Je sais surtout que les Émirats Arabes Unis sont un petit peu plus remontés contre l'Iran, ce qui est complètement légitime, puisque ce sont les Émirats Arabes Unis qui ont reçu le plus de projectiles de la part de l'Iran, de tout le Moyen-Orient, Israël compris. Si on retranche évidemment tout ce que le Hezbollah a envoyé sur le nord d'Israël, mais en tout cas en provenance d'Iran, ce sont les Émirats Arabes Unis qui ont été la cible privilégiée, même plus qu'Israël, depuis le début de la guerre. Donc forcément, à un moment donné, ils sont un petit peu remontés, c'est le moins qu'on puisse dire. L'autre indice qui montre que une opération militaire n'est pas forcément pour demain, entre guillemets, c'est le fait que Donald Trump, on le connaît, en général, quand il crie très fort, il se passe jamais grand-chose derrière. C'est quand il dit pas grand-chose que ça tape. Rappelons-nous, le lancement de l'opération, c'était quasiment pendant des négociations à Oman entre des Américains et des Iraniens. On l'oublie beaucoup, mais en février, c'est comme ça que ça se passe. On est en négociation, il n'y a pas de menace. Depuis, les tweets ultra agressifs de Donald Trump étaient souvent le prélude à une période de calme. Quand on regarde, typiquement, quand il explique que la civilisation va s'éteindre, etc., je crois que 2 jours après, il y a le cessez-le-feu qui, depuis, n'a pas été énormément brisé. Donc là, en ce moment, Trump fait beaucoup de bruit. Ça signifie qu'on est davantage sur une montée en pression qui vise à obtenir quelque chose.
On voit aussi que la Chine est un petit peu intervenue là-dessus, hein, puisque on voit que en quittant la Chine, Donald Trump a fait un petit avertissement, a délivré un petit avertissement à Taïwan notamment en disant ne comptez pas trop sur nous. Bon, je pense qu'il comptait déjà pas beaucoup sur les États-Unis, Oui. vu de la fidélité des États-Unis à leurs alliés, qui est pas forcément un modèle ces dernières années. Et donc ça signifiait aussi que quelque part les Chinois ont dû leur dire écoutez, si vous voulez qu'on vous arrange vos petites affaires là-bas et que en définitive l'Iran finisse par accepter quelque chose, il faut peut-être nous lâcher quelque chose. En tout cas, ça y ressemble fortement. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez la nature des tensions qui existent aujourd'hui dans le contexte de guerre aujourd'hui depuis le 28 février entre les Saoudiens et les Émirats arabes unis. Elles se maintiennent et quelles sont les causes profondes de cette crise actuelle ? Alors les causes profondes, parce que oui, la stratégie militaire n'est pas exactement la même, mais c'est lié déjà à la géographie. Hein, l'Arabie Saoudite est un pays qui est immense, donc forcément, on peut, il est beaucoup plus compliqué de cibler, etc. Beaucoup plus éloigné de l'Iran aussi, mais ça date d'assez longtemps. Les stratégies de ces deux pays sont de devenir très attractifs. Alors c'est une stratégie très ancienne pour les Émirats et plutôt nouvelle pour l'Arabie Saoudite, de devenir très attractifs vis-à-vis des investisseurs internationaux, etc. Et donc forcément, étant donné qu'ils sont les deux champions de l'investissement et de l'attractivité économique de la région, ça crée des petites tensions assez naturelles en fait. Hein. Pour le coup, ça c'est pas si choquant. Mais par rapport à l'Iran, c'est-à-dire dans leur positionnement par rapport à l'Iran. Et dans le positionnement par rapport à l'Iran, il y a déjà les accords d'Abraham, hein, très clairement. À partir du moment où les Émirats arabes unis sont signataires des accords d'Abraham et les mettent en pratique de manière assez claire, et où l'Arabie saoudite n'y est pas, forcément, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Oui, mais on est d'accord à l'origine, Arnaud, que c'est les Saoudiens qui avaient poussé les Émiratis à rentrer dans les accords d'Abraham. Voilà, donc je pense que les Émiratis l'ont fait naturellement, c'est le Bahreïn plutôt qui est rentré dans les accords d'Abraham, sans doute un petit peu poussé par l'Arabie Saoudite. Oui. Les Émiratis ne demandaient que ça, en tout cas je pense, c'est l'analyse qu'on en avait fait déjà à l'époque sur d'autres chaînes, et avec vous d'ailleurs aussi Daniel. Donc voilà, c'est davantage le Bahreïn qui s'est retrouvé à devoir signer ces accords, alors que bon, c'était pas non plus, sa population n'y était pas ultra favorable. Aux Émirats, ça n'a jamais été réellement un débat, mais maintenant qu'il y a cette espèce de quasi-alliance militaire, en tout cas de défense, il y a des aides israéliennes, ça a été documenté, qui sont faites aux Émirats arabes unis et vice-versa. Forcément, ça crée un peu plus de tension. Les Saoudiens, alors... Il y a aussi cette espèce de vision saoudienne. Les Saoudiens se voient comme les leaders du grand Moyen-Orient, là où les Émirats se positionnent en leader économique du Golfe arabo-persique. Et ont une vision plus mondiale, là où les Saoudiens ont une vraie vision très régionale. Voilà, ça pose aussi des soucis. Il y a l'Arabie Saoudite est 3 fois plus importante en termes de population, beaucoup plus riche, etc. Donc on est sur un grand frère et un petit frère, et c'est davantage, je dirais, des querelles de famille qui souvent s'arrangent à la fin qu'autre chose. Il faut pas voir ça comme le début d'un vrai conflit entre guillemets. Ils ont des intérêts communs, ils ont des intérêts communs, mais qui à un moment qui doivent se partager, et c'est le partage qui pose problème. Le fait de quitter l'OPEP était très clair aussi pour les Émirats. C'est qu'à un moment on fait savoir que malheureusement mes intérêts économiques et financiers ne sont plus les mêmes que celui du cartel qui est dirigé par l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est le message qui a été. Oui, une dernière question concernant les Émirats. On parle beaucoup en Israël ces derniers jours des rails de la paix, de cette alliance entre Israël, l'Inde et les Émirats arabes unis qui pourrait conduire peut-être, on va dire, à un chemin de fer de la paix qui irait, on va dire, de New Delhi jusqu'à Haïfa. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui se concrétise, on peut supposer que les Émirats le souhaitent, n'est-ce pas ?
on en parle de ça. Hein. Pour le coup, j'ai vu plusieurs posts, voilà, qui parlaient de cette espèce de jonction qui devient maintenant indispensable. Hein, et on s'en aperçoit, puisque le détroit d'Ormuz devient un vrai enjeu. Il faut multiplier les voies d'exportation, etc. Oui, effectivement, on en parle. Alors, je pense qu'on en parle un peu plus en Israël, mais il est vrai qu'il y a un moment, le transport ferroviaire de manière un peu intensive, et notamment pour des marchandises, etc., et le débouché par la Méditerranée serait complètement logique, notamment pour les Émirats arabes unis. Je comprendrais parfaitement qu'ils visent une ouverture méditerranéenne de par leur alliance avec Israël. En tout cas, si j'étais à leur place, c'est ce que je viserais. Eh bien, on va en rester là. C'était très intéressant, comme d'habitude, de parler avec vous, dialoguer avec vous sur ce qui se passe dans les Émirats arabes unis aujourd'hui. Donc, c'est ces tensions et on espère en tout cas qu'ils n'auront pas à subir un second round de confrontation entre les Américains et les Iraniens. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt. Au revoir. Bye bye.